Et l'information cette semaine, c'est bien sûr le grand retour de ça. Les attestations de déplacement. Et oui, vous le savez, depuis le 30 octobre, nous sommes à nouveau confinés chez nous. Alors ce confinement 2.0 va-t-il vraiment permettre, cette fois, d'endiguer l'épidémie de Covid, ou bien risque-t-il d'être inefficace d'un point de vue sanitaire, incohérent dans sa mise en œuvre et catastrophique pour des milliers de petits commerçants? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est notre hypothèse la plus probable. C'est en effet la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on ait un vrai retour du virus arrivant du sud, pour la période d'octobre, novembre, décembre. On n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus. Rien ne dit que nous aurons une seconde vague. Là, on est en train d'inventer une deuxième vague artificielle. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Je n'y crois pas du tout. Nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps. Si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pourquoi il y en aurait pour celle-là. Pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. L'ensemble du conseil scientifique considère que le risque d'une deuxième vague, une vraie deuxième vague, pas d'une réapparition, fin octobre ou en novembre ou en décembre, est un risque qui doit être considéré. Ceci a été annoncé aux autorités politiques de ce pays, notre position là-dessus, et donc il faut le préparer et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés le 12 mars. Personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide. J'ai commencé à tracer cette droite déjà il y a à peu près 8 ou 10 jours. C'est certain que dans 4 semaines, on en sera comme à la mi-mars. Profondément, je ne crois pas du tout que nous ayons besoin de reconfiner le pays. Profondément pas. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Il y a eu quelque chose que je n'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours. Débordé par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. On nous assurait il y a seulement quelques semaines que cela n'arriverait pas. Pourtant, en ce mois de novembre, toute la France est à nouveau confinée. Toute ? Oui. Bien sûr, si nous étions cyniques, on pourrait presque en rire et se moquer de l'échec absolu et totalement prévisible des politiques gouvernementales qui nous ont menés à cette situation. De la politique de tests massive mais assortie d'aucune stratégie et donc totalement inutile, des appels répétés à la responsabilité individuelle alors même qu'on refusait de généraliser le télétravail, ou encore de ce fameux couvre-feu dont nous annoncions à l'avance l'échec ici même il y a à peine 3 semaines et dont le gouvernement n'aura même pas attendu de voir les effets pour se ranger à l'évidence. Stop Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Il suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécard, vous, Monsieur Badou ou moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire, soit parce que... Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. Nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Sauf qu'en fait, cet échec, il n'est pas drôle du tout. Il est même dramatique pour tout le monde. Parce que pendant ce temps, des gens meurent en réanimation, d'autres tombent malades et gardent des séquelles plusieurs mois après, et d'autres encore subissent la crise, la faillite ou une perte brutale de revenus. Alors aujourd'hui, l'heure n'est pas au règlement de compte, mais à regarder ce qu'il convient de faire désormais. Soyons clairs, un confinement, c'est une mesure drastique pour faire face à une situation extrême, et une telle mesure ne se prend pas à la légère. Quand on décide de confiner un pays entier, c'est parce que l'on estime que c'est le dernier recours restant pour reprendre le contrôle sur une épidémie par exemple, et éviter un carnage. Alors bien sûr, chacun a le droit de juger la mesure inadaptée à la situation actuelle. Mais le fait est que si l'on décide de reconfiner, il faut le faire bien, avec en tête l'objectif d'une efficacité sanitaire maximale et immédiate, ou la plus rapide possible. Et on ne va pas se mentir, une telle mesure, au-delà de son impact psychologique sur la population, a des conséquences calamiteuses pour ce que l'on appelle le tissu économique. Et on ne parle pas là des marchés financiers, mais bien de la situation concrète, réelle, des petits commerçants, des artisans, des salariés, bref, de tous ceux qui habituellement se lèvent tôt pour faire tourner le pays. C'est pourquoi, en parallèle d'un confinement, il est absolument essentiel de prendre des mesures de soutien total de l'État à toutes les personnes impactées, afin que pas une seule d'entre elles ne se retrouve acculée à la faillite.
C'est là un impératif de solidarité nationale, et dans un pays bien gouverné, cela devrait sembler une évidence. Donc, assurer un confinement efficace d'un côté, compenser son impact économique par l'action publique de l'autre, voilà une attitude responsable en cas de crise sanitaire majeure. Le problème, c'est qu'avec son reconfinement, Emmanuel Macron semble avoir choisi une toute autre voie, une sorte d'entre-deux, un confinement allégé qui concilierait santé et économie, avec à la clé un risque énorme, celui de se perdre totalement dans des objectifs contradictoires et de laisser le pays perdant sur les deux tableaux. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout. Mais peut-on vraiment parler de reconfinement? C'est la question que beaucoup de Français se posent ce matin. Oui, cette fois, la vie ne s'est pas arrêtée. En France, comme en mars dernier, les écoles ne sont pas fermées, l'activité économique continue. On assiste même à une fronde des maires, des commerçants. Quand on vous entend, Elisabeth Borne, on se dit, mais pourquoi le télétravail n'a-t-il pas été maintenu massivement au mois de septembre? Y a-t-il eu un relâchement de ce côté-là, notamment de votre côté? Attendez, je voudrais être très clair. Hein. Ça n'est pas au travail qu'on se contamine. À vous entendre, on ne se contamine ni dans les transports, ni au travail. On se contamine que chez soi et en même temps on nous dit de rester chez soi. Donc c'est vrai qu'on ne comprend plus trop quand on entend cela. C'est bien au travail qu'il y a quand même un risque de contamination. Non, moi je ne peux pas laisser dire ça. Le protocole national en entreprise, il est très strict. Et franchement, il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail. Toutes les études scientifiques que je lis, croyez-moi, tous les jours nous disent que, je l'ai dit, les transports en commun ne sont pas des lieux de contamination particuliers. Les études nous disent que moins de 1%, pour être précis, des contaminations se passent dans les transports en commun. Au printemps dernier déjà, on soulignait ici ce qu'il y avait de paradoxal à exiger des gens qu'ils restent chez eux tout en les envoyant travailler. Cela représentait alors un trou énorme dans le dispositif sanitaire. Mais cette fois, M. Macron a décidé d'en percer un deuxième, en maintenant ouverts les écoles, les collèges et les lycées. Et que ce soit pour éviter les décrochages scolaires ou pour permettre aux parents de continuer à travailler, on comprend le sens de la démarche. Sauf que les établissements scolaires restent aujourd'hui, tout comme les entreprises, un lieu de transmission majeur du virus. On nous objectera qu'un protocole sanitaire a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Sauf que si on lit ce protocole, on se rend compte que ce n'est guère qu'un ensemble de vagues préconisations matériellement inapplicables dans l'immense majorité des établissements. Des préconisations d'ailleurs variables en fonction des niveaux, de la configuration des établissements et parfois contradictoires avec ce que l'on nous disait encore 2 jours avant. Par exemple, le port du masque désormais obligatoire dès 6 ans alors qu'il n'était pas recommandé jusqu'ici. Le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans. Depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, on était dans le protocole 1. Maintenant, on passe dans le protocole 2, qui signifie des mesures renforcées. Le protocole renforcé, il ne renforce rien. Et il ne renforce rien sur le problème majeur qui est la distance physique. C'est-à-dire qu'on va accueillir 100% des élèves dans nos écoles, collèges et lycées tout le temps. Donc on ne pourra pas faire la distance physique ni dans les salles de classe, ni dans les couloirs, ni à la cantine où les élèves ne portent pas le masque. Donc on est potentiellement des nids de transmission du virus, alors qu'il circule déjà beaucoup, on est potentiellement des nids de transmission du virus gigantesques. Je rappelle, un lycée, ça peut être 2500 élèves qui sont dans un lycée. Donc là, je peux vous le dire, il y a des lycées qui sont en train de se mettre en place, j'allais dire de façon autonome, pour ne faire que des demi-groupes à la rentrée, y compris en accord avec les parents, les associations de parents d'élèves. C'est très très grave ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et on en arrive au deuxième gros problème avec ce deuxième confinement. En plus de présenter des failles de sécurité évidentes, directement nuisibles à son efficacité, il est accompagné d'un ensemble de règlements illisibles, d'arbitrages absurdes, de consignes contradictoires qui changent parfois d'heure en heure. L'exemple le plus flagrant étant sans doute le fameux décret précisant une liste de produits considérés comme non essentiels et donc interdits à la vente dans les supermarchés, pourtant ouverts. Mais on pourrait également évoquer la dernière question qui se pose à l'heure où nous tournons cette vidéo et qui, à l'heure vous la verrez, aura sans doute été oubliée, supplantée par 150 nouvelles polémiques, la question d'un éventuel couvre-feu en plus du confinement, annoncé par le porte-parole de l'Élysée le matin, démenti par Matignon dans l'après-midi, sans qu'à aucun moment on ne comprenne vraiment ce que cela impliquerait dans la vraie vie.
Redisons-le, en temps normal, ces cafouillages à répétition pourraient prêter à sourire, mais ils représentent en réalité un vrai problème. Tout simplement parce que pour que le confinement soit respecté et donc efficace, il faut que les citoyens y consentent et accordent quelques crédits à ceux qui l'imposent. Sauf qu'un exécutif qui fait n'importe quoi, surtout en pleine tempête, ne recueille ni crédit, ni consentement, ni respect. Simplement la moquerie, le mépris, voire la colère. Autant d'ingrédients qui risquent d'amener des millions de nos concitoyens à se défier du confinement et donc à voir son efficacité se réduire d'autant. Il faut arrêter quoi. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. C'est maintenant. Et je demande à toute la France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toute la France d'ouvrir. Est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir? On verra. Hier, dans l'Essonne, le maire avait publié un arrêté pour autoriser tous ses commerces à ouvrir ce week-end. Arrêté attaqué en justice par la préfecture. Je trouve que défier l'État en prenant des arrêtés municipaux, c'est tout simplement irresponsable. De toute façon, cette liste n'aura pas de sens puisque le critère, le concept même de produits essentiels ou non essentiels est stupide. Nous vivons donc dans un pays où la littérature n'est pas essentielle, mais la nourriture pour chiens, si. Faut bien nourrir les chiens. Ah oui, bien sûr. Évidemment, on aurait aimé conclure cette vidéo sur une note positive. Et à vrai dire, même si, comme tout le monde, ce confinement ne nous fait pas plaisir du tout, on le défendrait sans problème si le moindre élément nous permettait de croire en son efficacité. Le problème, c'est que ce confinement, étant donné la manière dont il a été pensé, s'annonce, une fois de plus, comme un énorme gâchis, inapte à susciter l'adhésion et à répondre à l'urgence sanitaire, et qui va laisser sur la paille des dizaines de milliers de nos concitoyens. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe, puisqu'au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, un sondage ILAB réalisé pour BFM TV montrait que seulement 7% des Français lui faisaient tout à fait confiance pour lutter efficacement contre l'épidémie. Le signe qu'au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise économique, notre pays traverse une crise absolue de la représentation politique qui ne fait que se creuser de mois en mois, de décision absurde en décision absurde. Et cette crise-là, il y a malheureusement peu de chances qu'elle se règle par décret du fin fond d'un bureau parisien. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur cette décision de reconfinement, on vous invite bien sûr à la partager autour de vous. Globalement, on a conscience que l'actualité est particulièrement dure et éprouvante ces derniers mois. Entre ça et les attentats terroristes, on aimerait vraiment qu'il en soit autrement. Malheureusement, on ne choisit pas. Dans une telle période, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de garder la tête froide et comprendre ce qui se passe. Et si nos vidéos peuvent contribuer à ça, alors c'est tout ce qu'on souhaite. Si notre travail vous plaît, que vous le jugez utile et que vous souhaitez le soutenir, on vous invite à le financer à hauteur de quelques euros par mois via notre page Tipeee, dont le lien est en description sous la vidéo. On remercie d'ailleurs très chaleureusement tous nos tipeurs qui nous permettent de faire ce travail. Un grand merci à vous. Pour rappel, vous êtes pour ainsi dire la seule source de revenus de cette chaîne. C'est vous qui nous permettez de la faire vivre et de la développer de manière indépendante, sans qu'on ait à se vendre à des annonceurs et à sacrifier notre liberté de parole. Alors, encore merci à vous tous, et n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté des tipeurs et contribuer à l'aventure, il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee en dessous de la vidéo et de vous laisser guider. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune publication. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.